Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci à Amina de nous avoir conviés à ce 3e salon du livre féminin. Et bravo à elle d'avoir tenu bon. Je me souviens la même année, en 2022, qu'elle avait initié la première édition. On avait fait la même année un colloque à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane où j'enseigne la sociologie. Et que depuis, nous, on n'a pas réussi à refaire une autre édition et à inviter toute la communauté. Et elle, c'est déjà la 3e fois. Bravo, Amina. Et je suis vraiment contente de partager ce panel avec mes sœurs. Déjà, j'ai à ma gauche, elle n'aime pas que je dise professeur Bernadette Sonko, mais on est à l'université, elle sait que c'est un peu important, mais on va lui faire plaisir. Donc, je suis contente de la retrouver en 2022, justement, quand elle avait sorti son dernier, je ne sais pas si c'est son dernier livre, mais c'était Femmes sous silence au Sénégal, une fabrique du patriarcat. Je l'avais invitée justement au colloque à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, mais elle n'était pas disponible. Donc c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de la retrouver et d'être avec elle. À ma gauche, j'ai professeur Ferdulis Odom, qui est, on était ensemble jeudi déjà pour parler de la parole aux négresses de Hawa Thiam. Et donc, professeur Odom est professeur de lettres à l'UCAD. Donc, je vais vous laisser, j'ai fait des présentations rapides. Donc, professeur Bernadette, elle est en fait enseignante au CESTI, et puis au Canada aussi. Et professeur Odom est enseignante en lettres elle est enseignante à lettres à l'UCAD. Donc, je rentrerai dans certains détails plus tard. Et on s'est rencontrés donc, à travers la littérature féminine aussi, à l'UCAD. Et puis, 2 ans plus tard, on s'est retrouvés encore à l'UCAD pour parler de littérature et de femmes. Donc, je suis ravie de partager ce panel qui est cette année le thème de ce salon du livre, c'est littérature. Il y a l'exil et la quête de l'identité. Et nous, on nous a demandé de réfléchir sur réflexivité et identité féministe dans la création littéraire. Et à côté d'Odom, nous avons notre sœur Ndeye Fatou Kane. J'ai toujours l'habitude d'ajouter Kiné, je ne sais pas pourquoi. Ndeye Fatou Kane, qui est la petite fille de notre parrain. Comme vous savez, l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane est passée, qui était l'ancien UVS, Université virtuelle du Sénégal, et porte le nom de Cheikh Hamidou Kane, et qui est le célèbre auteur de L'Aventure ambiguë. Ndeye Fatou fait sa thèse à l'école des hautes études en sciences sociales et elle travaille sur le féminisme en prenant le prisme de la construction des formes de masculinité dans les médias jusqu'en 2022. C'est bien ça. Voilà. Donc, pour peut-être un peu rajouter une petite couche, donc Madame docteur Fatoumata Bernadette Sonko, elle est docteure en sciences de l'information et de la communication. Elle enseigne au CESTI et à l'Université du Québec. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle a écrit « Femmes sous silence au Sénégal », une fabrique du patriarcat qui nous a beaucoup, beaucoup appris.
je vais commencer par vous, hein, donc, et une question que j'adresse à tout le monde, parce que le panel, je pense que Amina a bien choisi. On est toutes des femmes, hein, qui avons connu, il y a Odom qui disait qu'elle n'a pas fait ses études voilà, en fait, elle n'a pas séjourné longtemps en France, mais quand même, on a discuté ça la dernière fois, à travers la langue française, nous avons voyagé quand même, et puis même à travers la littérature et à travers nos travaux et tout ce que nous lisons, hein, nous voyageons et nous construisons nos identités à travers plusieurs cultures déjà. Donc, rien que ça, la dernière fois déjà, on nous posait des questions sur les formes identitaires. Donc, cette réflexivité-là, quand je vois, et puis il y a Ndeye Fatou qui séjourne actuellement en France, qui est une première fois qui est rentrée, bon voilà, avec... et j'avoue que moi-même, j'aurais peut-être pu faire comme toi, mais j'ai résisté. J'avoue que c'est pas toujours facile, donc on est entre deux mondes. Ce phénomène-là, on nous demande la réflexivité, de réfléchir par rapport à nous-mêmes et sur les identités féministes dans la création littéraire. Nous toutes ici, nous écrivons des livres qui vont de la littérature à des articles scientifiques. Donc, on est vraiment, je pense que de ce point de vue, c'était très important. Donc, quand on écrit sur le plan scientifique, on nous demande la fameuse neutralité axiologique que l'on peut vraiment questionner et que moi-même, je questionne de façon ouverte. Je préfère demander aux gens d'où est-ce qu'ils parlent. Parce que c'est à partir d'où est-ce qu'ils parlent qu'ils peuvent, si on sait d'où parle la personne, toute chose égale par ailleurs, on peut mieux comprendre ce que dit la personne. C'est comme ça plutôt que les mots de Weber un peu sévères, neutralité axiologique en sciences sociales, c'est un peu dur à bien comprendre. Donc, et ces identités féministes, parce que toutes autant que nous sommes, même si on ne dit pas qu'on fait de la littérature féministe, on est des femmes qui sommes en train d'écrire et nous sommes aussi engagées dans le militantisme féminisme. Donc, j'ai envie de vous poser cette première question. Quel lien faites-vous en fait entre votre propre parcours et votre œuvre, surtout votre premier ouvrage, par rapport à vos personnages et aux environnements? Parce qu'en général, quand on écrit un premier ouvrage, on nous demande, les gens nous cherchent là-dedans, en disant, ouais, celui-là, on cherche nos familles et tout le monde là-dedans. Et voilà la première question que j'aurais, pour camper le décor, que j'aurais plus envie de vous poser. Je commence peut-être par professeur Bernadette Sonko. Merci, désolée, prof. OK. Merci beaucoup, chers collègues Absa. Donc, merci beaucoup à Amina pour nous avoir invités à ce salon. Donc, comme vous, j'avoue que j'ai voulu participer aux dernières éditions. Malheureusement, je n'étais pas disponible. Donc, je vais juste commencer là où vous avez terminé, en parlant de neutralité. Donc, pour moi, la neutralité, c'est un statu quo. Ça veut dire que c'est toujours ceux qui sont privilégiés qui parlent de neutralité. Et j'avoue que pendant très longtemps, en tant qu'enseignant en journalisme, j'ai fasciné le mot neutralité. J'ai parlé à mes étudiants de neutralité, d'objectivité. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que la neutralité n'existe pas. Il faut vraiment prendre position. Et comme disait Célestin Freinet, la neutralité, c'est la mort. La vie ne peut pas être neutre.
Donc, d'où ma prise de position par rapport à beaucoup de sujets de société, surtout en ce qui concerne les femmes. Donc, par rapport à mon vécu, donc, comme je l'ai cité, un exemple parmi tant d'autres, quand vous sortez d'une école de journalisme, par exemple, vous êtes une jeune femme, on s'attend à ce que vous fassiez télé ou que vous fassiez à la limite radio. Donc, jamais presse écrite, parce que c'est un bastion très, très masculin, où c'est vraiment, il faut savoir écrire, il faut avoir des contacts, ça ne marche pas, là. Une femme, ça présente le journal. Ça dit merci aux téléspectateurs. Donc, pas forcément une femme en presse écrite. Et ma première expérience a été quand j'étais stagiaire, un directeur de publication qui me reçoit pour faire mon stage. Et il est encore vivant, là, il m'écoute, il m'entend peut-être. Il me dit, mais c'est vous allez faire presse écrite? Je dis oui. Pourquoi pas la télé ou la radio? Je dis, mais j'aime la presse écrite. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Vous savez que vous n'avez pas le droit de se marier, ni d'avoir des enfants, parce que les horaires, c'est des horaires tardifs, c'est l'événement qui dicte votre rythme de vie, etc. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, à l'époque, je ne connaissais pas le féminisme en tant que tel, c'était vraiment lointain. Je ne savais même pas qu'il y avait des combats pour les droits des femmes. Mais je ne sais pas pour quelle raison, ça a été un mantra pour moi de rester dans ce domaine et de me battre. Et plus tard, de me poser la question, comment faire pour que ces empêcheurs d'exister des femmes n'aient plus droit de citer. Je sais que c'est utopique, mais c'est possible. Donc ça participe un peu à ma prise de position, à mon engagement. Et quand on m'a confié le cours genre et médias, donc ça a été une occasion, une très belle occasion pour aller creuser cette question davantage. Et le premier cours, j'avoue que c'était un cours qui m'a ennuyé et qui a ennuyé les étudiants parce que c'était très théorique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des recherches pour savoir ce que les femmes journalistes ont fait dans ce pays. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas de traces. Il y avait juste 2 ou 3 femmes qui émergent du lot et c'est fini. Donc, c'est comme ça que je me suis engagée à creuser la question, à aller au fond de cette question, donc, et amener mes étudiants à prendre conscience que quand on parle de genre, ce n'est pas seulement les femmes ou les hommes, mais c'est les deux. Donc, à partir de là, on a commencé à travailler sur les représentations médiatiques, sur comment mieux impliquer les femmes. Donc, c'est à partir d'un vécu qu'on a pu faire une remise en question pour retravailler tout ce qui est l'implication des gens, leur représentation dans les médias. Merci beaucoup Bernadette pour cette première prise de parole. Donc je voudrais, on approfondira ces différentes questions. Donc Odom, est-ce que vous souhaitez que je reprenne ou ça va aller? Je répondrai par rapport à ce que j'ai retenu de la question et peut-être le côté qui m'intéresse le plus pour ne pas que je sois obligée de répondre à quelque chose de plus compliqué. Alors déjà, remercier du fond du cœur Amina pour le courage, pour permettre cet espace. Je sais que ce n'est pas facile lorsqu'on est une femme dans nos pays d'oser déranger le système établi, le statu quo. Donc en soi, c'est déjà un courage en fait. Et de rendre possible ce panel. Je voudrais, avant de répondre à la question, peut-être demander à Amina, pour la prochaine édition, de penser à un thème sur la santé mentale des femmes, et des femmes féministes, en fait. Parce qu'on n'arrête pas. C'est qu'on court dans tous les sens, on essaye de vouloir cocher toutes les cases, mais on sait aussi qu'il y a un impératif politique qui nous oblige à être ici, même si on voudrait juste s'asseoir, nous reposer, dormir un samedi. Mais on est là parce que c'est déjà un acte politique. Notre présence est politique ici parce qu'on veut faire entendre nos voix, on veut communier avec des sœurs, avec des frères, on veut parler et c'est important en fait. Pour répondre à ta question, depuis que je suis dans les espaces universitaires, je sais que la neutralité scientifique est une construction de la subjectivité dominante. En réalité, lorsque tu es taxé de militante, c'est que tu sors des rangs.
La norme est établie, les normes scientifiques sont un piège. Et tant que tu écoutes ce qui est dicté par la norme scientifique, qui dit que le masculin est neutre, qui dit que le savoir est exogène à nos réalités, ben, tu es taxé de militante en fait. La preuve, c'est que être une femme universitaire, dès lors que tu parles des questions qui concernent des femmes, tu es directement taxé et tensé de féministe. Donc, on considère que ce que tu vas dire est dit à partir d'une subjectivité très relative, donc de l'émotion, une façon stratégique de t'exclure de l'espace très fermé de la neutralité, du droit à prendre la parole hors de ton corps. Donc, il n'y a rien de plus subjectif, de plus politique que l'université. En commençant par les fondements même de sa construction, en fait. C'est quoi la science? Qu'est-ce qu'on appelle science au sein de l'université? Qui a le droit de parler au sein de l'université? Quels sont les objets d'étude de l'université? Qui a le droit d'étudier quel corps au sein de l'université? Donc, ce sont des questions très politiques, très subjectives, et qui me poussent, par exemple, on écrit des articles dits scientifiques pour des questions de carrière, en fait. Hein. Et lorsque j'ai décidé en 2020 d'écrire un essai, je voulais me départager de cette histoire d'objectivité. Je voulais écrire à partir de qui je suis, assumer mes prises de position et ne pas me cacher derrière une neutralité à laquelle je ne crois pas. Donc, je crois par ailleurs que j'ai choisi d'écrire des essais et pas des fictions, parce que je pense que la fiction a une capacité de créer une distorsion de la réalité. Cela veut dire que si tu écris une fiction, on va considérer que c'est le fruit de ton imagination et que ce n'est pas vrai. Or, lorsque tu écris un essai, peut-être que tu es dans un engagement en train d'expliquer qu'en fait, ces faits sont réels, que je les ai vécus, d'autres les ont vécus. Et c'est pourquoi, justement, la parole négresse nous parle, parce qu'elle ne s'est pas encombrée de fiction. Elle a raconté des faits, elle a recueilli des propos qui permettent de situer la contribution de ces personnes-là dans le temps. Et c'est ce qui est très intéressant pour moi, lorsqu'on choisit de ne pas parler de neutralité, d'assumer qui on est, d'assumer son sujet, d'assumer sa subjectivité et de se dire au monde, en fait. Donc, la fiction, c'est bien, ça vend, mais le jeu, c'est interroger sur juste quelque chose d'aussi simple comme le nous collectif parle pour qui? Quand on dit le nous collectif, il parle réellement pour qui? Ce sont des questions qui semblent être évidentes, mais ce n'est pas tout à fait ça. Si dans le collectif, je ne suis pas représenté, c'est qu'il y a une exclusion tacite. Et c'est important qu'on se pose ces questions-là. Donc voilà, je peux m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, Neifatou. Merci, je suis très contente d'être sur ce panel-là avec professeur Bernadette, qui est vraiment une interlocutrice privilégiée dans ma recherche doctorale, oui, je vais le dire. Et Odom, avec qui on était à l'UCAD il y a 2 jours, et Absa. L'université nous a accueillis, ça aussi c'est important de le dire, pour la première fois, pour parler de la réédition de la parole aux négresses. Et ça, c'est vraiment un moment fort. Merci Odom de l'avoir permis. Moi, je pense que ce panel aurait pu juste s'intituler « Réflexivité et identité féministe dans la création ». C'est l'avantage de parler en dernier. Hein. On peut puiser de ce que les premiers ont dit et puis formuler des éléments de réponse. Si je prends mon exemple sur la question réflexive, moi, je peux considérer que mon travail d'écriture est un travail qui navigue entre 2 univers, l'univers littéraire et l'univers scientifique. Permets-moi de ne pas être d'accord, hein, parce que je crois que la fiction, je le disais hier dans la keynote d'ouverture, est toujours adossée à des faits tangibles. On ne crée jamais à partir de rien. J'ai écrit mon premier roman, Le Malheur de vivre, il y a 10 ans. Et au début, lorsqu'on me posait des questions, oui, mais est-ce que ça parle de ta vie? Je disais toujours non, l'héroïne, ce n'est pas moi. Mais quand j'y réfléchis 10 ans après, et que je fais une analyse rétrospective, réflexive, je me dis un peu que cette jeune fille craintive qui naviguait entre 2 univers, entre le Sénégal et la France, c'était moi. Parce que je ne voulais pas être dans une espèce de repli identitaire, dans ce pays qui m'avait accueilli pour mes études. Et je ne voulais pas, je voulais aussi montrer aux Sénégalais et aux Sénégalaises que j'avais quittés que j'étais toujours une des leurs. Donc, pour moi, c'est important, en fait, dans cette bibliographie que j'ai eue depuis 10 ans, de naviguer entre les univers littéraires et scientifiques. Parce que la rigueur que sous-tend le travail scientifique, des fois, ça me
renferme dans une case et j'ai besoin des fois de faire preuve de créativité littéraire. Alors que la littérature me permet aussi de sortir, de m'évader et de pouvoir aussi rêver. Donc cette analyse réflexive, pour moi, je la retrouve dans ces deux univers-là. Merci beaucoup, Ndeye Fatou, pour cette réponse et chers panélistes, pour ces premiers éléments de réponse. Ce qui me fait beaucoup penser aussi. Mais en fait, ce que je voulais savoir, c'était que pour un deuxième tour de panel, c'est de savoir quelles sont les identités féministes que vous avez repérées dans la littérature que vous fréquentez régulièrement et qui vous ont en fait inspiré et qui vous ont aidé aussi à tenir dans ces univers-là. Hein, donc voilà, on sait l'histoire. On était ensemble toutes les 3 jeudis à l'UCAD, l'histoire du docteur Awacham, hein, qui a été exclu du milieu universitaire pour avoir osé parler de choses de femmes. Hein, voilà, on a en face de nous l'invité d'honneur, docteur Fatou Sow, hein, qui est nos références, que moi j'avais repéré depuis que j'étais en France. Et que voilà, donc, et à travers, est-ce qu'il y a d'autres figures comme ça qui ont pu vous aider à tenir? Est-ce que, par exemple, le parcours de en fait, Awacham, qui a été blacklisté, comme tu disais, Ndeye Fatou, hein, et alors que son frère, qui avait fait le même parcours scolaire, est devenu ministre reconnu dans la République. Quels sont les styles de femmes dans la littérature ou qui sont dans la littérature qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé à tenir et à dépasser certaines difficultés? Je ne sais pas si je recommence par l'autre tour. Voilà, allez-y. D'accord, donc on reprend par Ndeye Fatou. Alors, merci. Alors, on a toujours besoin de modèles et de modèles qui nous ressemblent. Je vais peut-être répondre en 2 temps. Sur le plan littéraire, Ken Bougoul. Parce que hier, je disais dans l'allocution que j'ai faite à l'ouverture que le thème de cette année du salon, littérature, exil et quête identitaire, les écrits et la personne de Ken Bougoul cristallisent ces 3 sous-thèmes-là. Donc elle, oui, parce que cette femme au style subversif, provoquant, qui a osé dire des choses, et je ne retrouve pas aujourd'hui encore, nous qui nous pensons libres, jeunes femmes du monde, et on voyage un peu partout, personne n'est allé aussi loin, en fait, dans la quête de soi que Ken Bougoul dans les écrits littéraires. Et si c'est dans la recherche scientifique, Fatou Sow, parce que quand j'ai débarqué à l'EHESS il y a 6 ans et que mes profs savaient que j'étais sénégalaise, ils me demandaient si je connaissais Fatou Sow. Et si je l'avais lu, je dis oui, bien sûr, qui ne connaît pas Fatou Sow. Et Awacham. Parce que pour moi, Fatou Sow, dans l'étendue de sa recherche, au-delà même du Sénégal en Afrique, je dis que c'est la papesse des gender studies africaines. Donc oui, elle. Et puis Awacham aussi, La parole aux négresses. Quand j'ai découvert ce livre, j'ai tout de suite eu un choc. C'était dans le processus d'écriture de Vous avez dit féministe, où je fais une analyse intertextuelle de Une si longue lettre, Nous sommes tous féministes de Chimamanda, et Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et La parole aux négresses trouve sens dans cette analyse-là. Et quand j'ai découvert ce livre, je me suis dit, mais en fait, cette femme, j'ai l'impression que c'est à moi qu'elle parle, c'est à nous qu'elle parle. Dans ces récits de vie de femmes connues, parfois inconnues, toute cette intersectionnalité d'oppression-là, je la vis. Donc oui, je dirais ces 3 femmes-là, Ken Bougoul, Fatou Sow et Awacham. Alors donc je vais compléter pour ne pas reciter les mêmes femmes, pour qu'on ait un panel et un échantillonnage plus varié. Je citerai aussi 3 femmes. La première, c'est une Malienne, elle s'appelle Awa Keïta, qui publie en 1975 un livre autobiographique qui m'a permis en fait de comprendre qu'on pouvait produire du savoir à partir de soi. Donc, elle raconte sa vie, son engagement politique, elle est infirmière de formation. Elle parle aussi c'est aussi elle qui me permet de comprendre qu'il y a un poids prégnant du rôle des femmes dans la perpétuation du patriarcat.
parce qu'elle va être divorcée de son mari parce qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Donc il y a vraiment, parce qu'il y a sa belle-mère qui va avoir un poids dans la décision de son mari de se défaire d'elle, donc se séparer d'elle. Et puis il y a aussi qu'à travers ce livre-là, je comprends très rapidement qu'on ne peut pas décoloniser sans dépatriarcaliser, que les deux sont très liés. Donc ça va être la génération de femmes qui va analyser les questions panafricaines, les questions de libération des femmes africaines à travers la décolonisation. Donc voilà, je trouve que c'est un livre remarquable dont on devrait parler davantage, même si on en parle peut-être pas assez. Et puis il y a au niveau du Gabon, Angèle Rawiri, qui est la première femme considérée écrivaine du Gabon. Elle est métisse de vie et puis de trajectoire. Elle vit entre le Gabon et la France. Elle est plutôt, on va dire, de la catégorie de l'élite, mais ça n'empêche pas qu'elle ait le courage de penser les questions des femmes de façon transversale. Elle critique l'ordre établi, donc elle va écrire des livres qui permettent aussi de façon avant-gardiste de se poser la question des métissages en Afrique, de ce qu'est être un corps à l'intersection de plusieurs mondes et de plusieurs univers, donc entre l'Afrique et l'Europe, et considérablement la France et le Gabon. Ce sont des questions assez intéressantes. Et puis je termine en citant, qui je citerai encore, je cite Bessora, voilà. Bessora est de père gabonais et de mère suissesse, ou suisse, je ne sais pas comment le dire. Et donc elle a cette capacité de questionner la question de l'africanité. C'est quoi être africain? Et en fin de compte aussi, c'est quoi être francophone pour elle qui appartient à une double périphérie. Cela veut dire de père gabonais, donc une périphérie francophone, et puis une autre francophonie qui n'est pas la France, donc la Suisse. Donc cet échange de métissage, d'imprécision identitaire m'interpelle et je pense qu'elle arrive à poser des mots parce qu'elle-même aussi, elle est politiquement, génétiquement, biologiquement et culturellement entre ces deux mondes-là. Je pense que je pourrais citer ces trois femmes qui sont pour moi des paradigmes de référence lorsqu'on pense la question des femmes. Et c'est aussi elle, finalement, qui me permet de m'interroger sur ce qu'est être une femme noire francophone, en fait, d'où le titre de mon livre, justement. Merci beaucoup, Neifatou et Odom. Donc, Bernadette va compléter pour cette question. Moi, je dirais que celle qui m'a le plus inspirée, mis à part ma maman, parce que je vais vous expliquer pourquoi, c'est vraiment Mariama Ba. Une si longue lettre, ça c'est comme une Bible pour moi. Autant j'ai aimé le personnage de Aïssatou, autant j'ai aimé le personnage de Ramatoulaye. Je suis sûre que je me vois plus en Aïssatou qu'en Ramatoulaye, mais je trouve que c'est deux personnages qui se complètent, ne serait-ce que par rapport aux attentes qui sont forgées dans notre société. Et n'oublions pas non plus que nous sommes dans des sociétés où la transgression des femmes est bannie. Et alors que nous savons que sans la transgression, les femmes ne pourront jamais progresser dans ce qu'elles veulent faire. Excusez-moi, j'ai la voix cassée, je suis fatiguée. Pardon? Je disais que la transgression, seule la transgression permet aux femmes dans une société patriarcale de progresser. Donc, vous êtes dans une société, dès qu'une femme transgresse, elle sort des normes. Donc, quand elle n'est plus dans le cadre, elle est stigmatisée forcément. Donc, et récemment, j'ai lu un autre roman qui m'a beaucoup marqué. Ça s'appelle Les Mémoires d'outre-tombe de Kiné Gadio. Je ne sais pas si vous l'avez lu avec Boubacar Boris Diop. Si vous regardez aussi le personnage Kiné Gadio, c'est parce qu'elle a transgressé. Et même dans la littérature, quand les femmes transgressent forcément, elles finissent mal. Donc c'est comme nos héros, hein, ce que nous apprenons à l'école primaire. Nos héros nationaux, je vais prendre par exemple quelqu'un comme Ladja. On va vous dire, il a voulu résister, mais il a été, comment on appelle ça, il a été tué par exemple par les colons. C'est la même chose. Donc, dès qu'une femme veut sortir du cadre qu'on l'a assigné, forcément c'est une femme dangereuse. Donc ça c'est problématique. Et quand j'ai dit tantôt, ma maman, pendant très longtemps, des femmes de sa génération ont dû tout abandonner, leurs rêves, leur travail. Parce qu'elles avaient à côté une famille nombreuse, il fallait qu'elles s'en occupent. Mais elles sont combien de femmes comme ça
de leur génération ou d'autres générations qui ont tout dû mettre de côté juste pour s'occuper de leur famille au moment où leurs conjoints, leurs époux sont en train de suivre tranquillement leur propre parcours. Donc c'est des vécus comme ça, c'est des histoires qui vous marquent et qui vous déterminent même votre parcours à vous-même. Donc c'est la littérature africaine d'habitude est pleine d'histoires comme ça. Et comme je vous l'ai dit, Mariama Ba, c'est vraiment ma Bible. C'est un roman qui m'a beaucoup marqué et qui me marque encore. 40 ans après, on peut juste changer les dates, on va retrouver le même schéma par rapport aux attentes concernant les femmes. J'aimerais bien réagir sur... parce que ça me fait penser à un truc. Est-ce qu'une si longue... Je me permets, hein. Est-ce qu'une si longue lettre... moi, des fois, je réfléchis. Ça me rappelle le panel qu'on a eu à l'Institut français, quand on se posait la question de savoir est-ce qu'une si longue lettre est un roman féministe? Est-ce qu'une si longue lettre est un roman féministe? Peut-être que je suis cruelle en disant ça. Hein. Oui. Mais je réfléchis en me disant, si ce roman, est-ce qu'il n'a pas eu autant de succès? C'est parce qu'il a juste effleuré certains sujets. C'est pourquoi il marche toujours autant. Si je fais une analyse comparative, c'est vrai que c'est de la fiction et un ouvrage écrit par une anthropologue. Est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on parle encore de Mariama Ba, qui est traduite partout, mondialement connue, tout le monde connaît, mais c'est parce qu'il juste effleure certaines tares de la société sénégalaise qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a autant de succès. Quand aujourd'hui on fait un simple micro-trottoir et qu'on demande aux jeunes filles quel est le livre qui vous a inspiré, oui, Mariama Ba, parce que, etc. Parce qu'il n'est pas allé au fond des choses. J'aime beaucoup Mariama Ba, hein. Franchement, je suis admirative, cette illustre prédécesseur. Mais si je compare aussi avec Un chant écarlate, qui est un roman beaucoup plus violent dans le style, qui est allé vraiment au fond des choses. Donc je me pose la question, c'est parce que il enjolive les choses, c'est pour ça qu'il t'inspire ou pas? Je me permets tout, hein. C'est ce qui est intéressant, le fait de dire peut-être qu'elle enjolive les choses. Mais ça te montre aussi la pensée globale de l'époque. Et ça continue encore. Comment, en ce qui concerne les femmes, on essaie d'envelopper pour décrire leur situation. Mais si nous prenons l'époque, le contexte de publication de ce roman, je trouve que c'est un contexte très, très important. Avec le recul, avec le temps, peut-être qu'on peut avoir une autre vision des choses. Mais je crois que c'est un fondement. Mais à son époque, est-ce qu'elle peut faire plus qu'effleurer? Déjà, le fait de décrire un portrait de la société sénégalaise, moi, je trouve que c'est un grand pas. Je trouve que c'est un grand pas, une femme qui décide de ne pas se remarier avec son veuvage. À l'époque, ce n'était pas évident. Une femme qui décide de prendre en charge l'éducation de ses nombreux enfants, à côté de son mari qui a abandonné pratiquement le domicile conjugal. À l'époque, ce n'est pas évident, on n'en parlait pas. Je ne connais pas le contexte de l'époque, j'étais encore enfant. J'étais née là, mais j'étais encore dans mes couches là. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Avec le recul, on peut avoir une autre idée. Mais moi, personnellement, c'est un roman qui, je sais pas, qui me marque jusqu'à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup. J'aime bien cette réactivité. Voilà, c'est une discussion. Donc, merci pour vos... Et c'est important, on est dans un salon du livre. Donc, vous avez donné quelques pistes de lecture sur des auteurs femmes qui ont travaillé sur le féminisme. Et effectivement, ce qui a fait réagir Ndeye Fatou par rapport à une si longue lettre, c'est certainement même une question qui traverse le féminisme actuellement. Quel féminisme, parce qu'on parle d'identité féministe quand même dans ce panel, c'est quel féminisme prônons-nous, faisons-nous actuellement. Je sais que dans le courant actuel au Sénégal, il y en a qui se disent, qui tiennent beaucoup plus compte du contexte, en se disant si nous voulons être entendus
il faut qu'on tienne compte du contexte, qu'on fasse passer. Et ce n'est pas facile, cet exercice-là. On le sait qu'actuellement, moi, par exemple, je donne un cours depuis le début, quand je suis... depuis plusieurs années, en fait, non, pas depuis le début. Le cours a commencé en... oui, depuis les premières promotions. Et là, en promotion 8, il y a eu un groupe d'étudiants qui est venu se demander pourquoi on leur donne un cours en genre. Voilà, parce qu'au Sénégal, on commence à remettre en question le terme genre, alors que Fatou Sow est là, je ne vais pas. Hein. Quand je parle de ça, je la cite, comment on lui a imposé de faire... de donner un cours de sociologie de la famille et qu'elle venait en tant que militante barrer le tableau de l'UCAD pour mettre rapport sociaux de sexe, parce que sexe c'était sale, et que maintenant, pour policier, on parle de genre, mais on nous soupçonne de mettre d'autres choses derrière, et que du coup, il y a des étudiants qui sont censés venir être dépaysés, apprendre tout un tas de choses, et avoir l'esprit critique, qui commence à se demander mais pourquoi on leur apprend certaines choses. Donc il y a un autre courant qui se dit plus radical, qui se dit ah non, maintenant il faut choquer les esprits, il faut les pousser dans leur retranchement, il faut qu'ils comprennent. Donc voilà ces deux courants principaux, et quand on les voit, on peut mettre en vis-à-vis une si longue lettre, qui serait le courant qui tiendrait plus du contexte ou autre, et à l'autre extrême, on pourrait mettre Awacham. Donc c'est pour ça que j'avais trouvé votre discussion hyper intéressante pour un peu camper le décor. Une dernière question pour pouvoir laisser la parole au public. C'est nous qui écrivons quand même. Hein, voilà. Nous produisons de la littérature et des produits scientifiques. Et donc, là, pour aller plus dans la réflexivité, quels problèmes rencontrons-nous dans nos environnements? Nous sommes dans des environnements universitaires, mais pas seulement, toutes les trois. On est aussi du côté des militants. Hein, mais nous rencontrons certainement des problèmes. Là, je viens de rapporter des étudiants qui sont venus en groupe de revendication, ont demandé pourquoi on donne un cours comme ça en genre, qu'est-ce que ça veut dire, alors que j'ai en face de moi Marambala et d'autres qui sont plutôt à l'extérieur. Il y a certaines questions, pour que ça soit plus facile à aborder, je dis que vous êtes nos Voltaire. Peut-être que ce sera plus facile pour vous d'aller les aborder et d'être à l'extérieur. Ce qui veut dire que peut-être que certainement à l'intérieur, on rencontre certaines difficultés. Et comment on les rencontre, comment on essaye de les dépasser pour être un peu plus dans la réflexivité. Si vous pouvez recommencer à répondre, si vous voulez, Bernadette. Oui. Merci. En fait, moi je crois qu'on ne peut pas faire d'études sans tenir compte du contexte. Donc sinon, nous serons en décalage avec notre public cible, avec ce que nous voulons décrire. Donc, quoi qu'on dise, nous avons nos propres réalités qui peuvent être différentes des réalités d'ailleurs, même si nous sommes tous des femmes. Nous sommes tous des féministes, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a autant il y a des féminismes, autant il y a des féministes. Donc, il n'y a pas de femmes d'en haut et de femmes d'en bas. Donc, mais chacun, par rapport à son contexte, par rapport aux réalités, à son parcours et sa trajectoire, peut faire sa part. Et c'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une unité politique pour notre combat. Nous pouvons être différents. L'essentiel, c'est de respecter ces différences. Et c'est ça qui va faire la richesse de ce mouvement féministe. Si nous voulons tous regarder, on peut regarder la même direction, mais les moyens qu'on se donne pour arriver au point final peuvent différer. Et si nous voulons aller en ligne droite, en fil indien, de façon linéaire, moi je trouve que ça va être ennuyant, parce que ça va être très uniformisant. Donc le combat, comme je l'ai dit, chacun peut faire sa part. Aujourd'hui, vous avez invité des créateurs, des créatrices plutôt littéraires, des universitaires,
Mais chacun par rapport à son environnement, son contexte de l'université, où c'est un milieu très conservateur et très masculin. Et c'est des rapports de pouvoir, c'est normal. Donc, comme le disait Jacques Rancière, qui disait la haine de l'égalité, dès que ceux qui étaient dominés s'approprient les armes comment on appelle ça, de la domination pour renverser le pouvoir, les relations se transforment. Donc, ce n'est pas avec les outils du maître que vous allez détruire la maison du maître, comme disait Toni Morrison. Donc, c'est la même chose. Vous avez un système qui est là, et n'oublions pas non plus que tous les hommes ne jugent pas du patriarcat. Il y a des hommes aussi dans le patriarcat qui sont dominés. Mais ce qui est intéressant dans cette domination, c'est que tous les hommes dominent les femmes. Que ce soit les hommes qui jugent du patriarcat et ceux qui ne jugent pas des droits du patriarcat, dans les représentations, on les considère comme supérieurs aux femmes. Ça, c'est problématique. Pour moi, tout le problème part de la socialisation différenciée, de la façon dont on nous éduque, les attentes envers les filles et les garçons dans notre société. Comment on forge ces attentes qui dévalorisent plus les femmes que les hommes. Moi, je crois que c'est ça le grand problème, la difficulté, et c'est ça qui détermine nos parcours. Merci. Merci beaucoup, Bernadette. Juste pour rappeler, pour compléter cette question, que à l'université sénégalaise actuellement, je parle de l'ensemble des universités, on est autour de 15% de femmes. D'accord? Et qu'en général aussi, les postes à responsabilité sont plus souvent donnés aux hommes qu'aux femmes. Vous rentrez ensemble, 5 ans après, la plupart des hommes sont des directeurs ou autres, et les femmes traînent un peu derrière. Donc voilà, et ça n'a rien à voir avec la compétence. Au contraire, une femme peut déployer des trésors de compétences, mais voilà, c'est l'environnement et la manière dont on est peut-être socialisé, ou si on est montre trop de différence, ça peut aussi apporter quelque chose. Vous voulez compléter votre parole peut-être? Je voulais juste dire que parmi toutes ces universités, il n'y a aucune qui porte le nom d'une femme. Il y a enfin l'université Rose Dian, France-Sénégal, qui était ancien campus franco-sénégalais, oui, qui est devenue université Rose Dian, France-Sénégal. Okay. De Rose Dian que vous connaissez, hein, oui, qui avait eu le prix d'or du CNRS, médaille d'or du CNRS. Voilà. Qui va porter de rose sur... ça porte déjà. Je dis sur combien d'universités? On est 9 universités maintenant, publiques. 9 universités publiques, il y a 8 qui portent des noms qui ont été baptisés masculins. Donc si on regarde également les noms des rues, donc pratiquement il n'y a pas beaucoup de femmes, ou il n'y en a pas. Moi j'en ai pas vu. J'ai vu Pierre et Marie Curie, mais ça c'est le mari et la femme. On m'a parlé d'une certaine Madeleine Gomme, on m'a dit que c'est au niveau de Rebeuss. Personnellement, j'ai cherché, j'ai rien vu. Donc, je ne sais pas si ça existe. J'ai demandé au niveau de la mairie de Dakar pour avoir les noms des rues. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas vu. Merci beaucoup. En fait, et justement, ça permet aussi de recentrer. Est-ce que voilà la place des femmes dans nos différentes universités, là où on produit le savoir, voilà. Donc juste la petite anecdote, hein, je suis très contente de rappeler que notre université s'appelle Université Cheikh Hamidou Kane, du nom du grand-père de Ndeye Fatou. Mais ça s'est passé à la suite le président avait accueilli Aminata Sow Fall, que nous connaissons, brillante écrivain, et Cheikh Hamidou Kane. Mais à la fin, ils ont tous les deux été médaillés, et à la fin, quand même, on a choisi encore le nom d'un homme pour en fait une université. Je vous laisse répondre à la question si vous souhaitez. Merci. Alors, je voudrais rebondir peut-être sur la conversation de tout à l'heure sur est-ce qu'une si longue lettre est un roman féministe ou pas. Et je rejoins Bernadette sur le fait que le contexte est important pour apprécier en fait. Il y a des actes que nous posons au XXIe siècle qui sont complètement banals,
mais qui étaient à dépôt révolu, considérés comme outrageants, outranciers, courageux. Donc c'est aussi important de replacer le contexte pour comprendre d'où nous partons pour considérer une œuvre majeure comme étant une œuvre dissidente, en fait. J'ai en 2022 un livre que je trouve très courageux. Une sœur religieuse togolaise qui s'appelle Sœur Marie Lembo, elle a publié « Religieuse abusée en Afrique, faire la vérité ». Et dans ce livre-là, donc c'est une étude inédite sur les abus commis par les prêtres sur les religieuses en Afrique. Même si officiellement elle ne se réclame pas féministe, pour moi, je pourrais classer cette œuvre dans la catégorie féminisme, avec une branche de la religion catholique, parce qu'elle a quand même le courage, dans un contexte conventionnel, d'oser penser la question des abus sur les corps féminins en Afrique. Pour moi, c'est complètement dans la catégorie féminisme, en fait. Et puis, il y a d'autres livres que je citerai. Il y a un livre d'un pays francophone dont on ne parle jamais, la Guinée équatoriale, même si c'est la langue officielle, c'est l'espagnol pour des questions historiques. Mais il y a officiellement que la francophonie est devenue aussi un outil politique, donc c'est un pays francophone. Et la première écrivaine que l'on considère comme telle, donc la première romancière, elle s'appelle... comment elle s'appelle? Le livre, c'est Ekomo, Marie Nguyen. Donc, le livre Ekomo, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, le titre, c'est un homme. Ekomo, c'est un homme. Et qui raconte l'histoire, c'est sa femme qui raconte l'histoire. Mais en même temps, la lecture qu'on peut avoir de cette dimension féministe du livre, c'est la dénonciation de l'invisibilité du corps des femmes. Cela veut dire que le titre met en avant un homme à travers une histoire qui est rapportée par une femme. Donc dans la société, les femmes sont actrices du changement, mais ce sont les hommes qui sont reconnus comme tels. Et c'est une lecture que l'on peut apprécier. Et on peut peut-être aussi penser que non, ce n'est pas du féminisme, parce qu'elle aurait pu directement donner le nom du livre à la femme qui raconte l'histoire. Mais c'est justement ça, cette dichotomie, cette tension-là, en replaçant les choses dans leur contexte sociétal, de qui parle-t-on, dans le contexte culturel, politique, linguistique et même dans l'imaginaire collectif. Donc il y a des stratégies qui vont être mises en place pour dire les choses autrement. Et moi je pense, contrairement peut-être à toi, que pour moi, une si longue lettre, il n'y a rien de plus féministe que cela. Il y a le contexte, il y a la mise en exergue de ce que nous avions le droit de dire dans l'intimité la plus intime. C'est la lettre en fait. Le recours à un échange épistolaire, de se dire sans restriction. C'est ça qui est pour moi le plus courageux. Et de quand même d'oser poser des questions claires dans un contexte de religion très marqué, dans un contexte où les veuves n'ont pas le droit à la parole, elles s'emparent de la parole, elles le disent aux yeux du monde. Pour moi, c'est très courageux en fait. Et puis après aussi, la vie même de l'écrivaine. Tout ce qu'elle a pu prendre comme décision, les divorces auxquels elle a pu oser, voilà, divorcer à l'époque, ça devait quand même être très courageux. Pour moi, c'est, voilà. Et je voudrais peut-être aussi souligner que lorsqu'on parle des identités féministes, pour moi, nous ne sommes pas que des corps. Du moins, à partir du continent africain, je pense quand même qu'il y a des catégories de classe. Cela veut dire qu'il y a un féminisme d'État qui invisibilise certains corps. Et il est important de se dire que plusieurs fois, je prends le cas concret du Gabon, le féminisme d'État qui est promu par des femmes qui sont alliées du patriarcat et du système au pouvoir ne me parle pas. En l'occurrence, il y a une dimension de classe qu'on doit souvent mettre en exergue. Il ne suffit pas qu'on soit des Africaines pour qu'on vive les mêmes réalités. On ne vit pas les mêmes réalités parce que le patriarcat n'a pas le même impact sur nos corps. Les femmes africaines de haute classe vont peut-être pas vivre les mêmes réalités que certaines femmes, même si elles sont des femmes, mais il y a quand même une dimension de classe que l'on devrait souvent mettre en exergue sur ces questions-là. Et finalement, je termine en disant qu'on ne choisit même pas d'être féministe en fait. On arrive dans un contexte où on se dit on ne peut juste pas se taire et on veut juste défendre sa peau, c'est tout. Quand j'arrive à l'UCAD et que je remarque en fait, la première chose c'est où sommes-nous? Où sont les femmes africaines dans les canons qui sont véhiculés? Où sont les femmes africaines dans les contributions des savoirs qui sont véhiculés? Et tu te dis en fait, c'est juste un acte de sororité épistémique que de commencer à mettre les femmes quelque part dans ce corpus parce qu'elles existent et elles ont produit. Et c'est aussi finalement un acte politique de se dire, on va considérer que c'est féminisme, mais pour moi, quand il y a 10 hommes qui sont enseignés dans mon département, il est tout simplement logique d'essayer d'équilibrer la balance et de mettre aussi peut-être des femmes qui ont fait des choses intéressantes. Donc l'identité, elle naît
d'une conscience de l'invisibilité. On a besoin juste de vouloir corriger ça. Et puis on nous taxe de féministes parce que on n'a pas envie de se laisser faire, simplement, en fait, pour des questions de survie. Voilà. Vous avez décidé de vous liguer contre moi pour être d'accord. Mais juste pour répondre vite fait sur la question du contexte, ici l'anglais a été publié en 1979. La parole négresse en 1978. Donc c'est le même contexte, on va dire, la même décennie. Donc permettez-moi de ne pas être d'accord. Alors j'aimerais bien répondre sur la question des identités féministes. À mon niveau personnel, je pense que le féminisme est une posture, pour ne pas dire un combat, en constante évolution, qui se renouvelle suivant les idéaux, suivant les postures et les contextes en fait de lutte. Si je prends mon exemple, vu qu'on parle d'analyse réflexive, mes débuts de militantisme féministe en 2016 ne sont pas les mêmes qu'en 2024. Ils ont beaucoup évolué et se sont beaucoup affinés. Il y a une actualité qui secoue le pays depuis quelques jours. Il y a une affiche qui a été faite, qui sort dans le CESU, disant que les féministes du Sénégal allaient faire une marche toute nue, un sit-in tâtonné. Et tout le pays en a parlé. Et rien qu'en voyant l'affiche, ça a appuyé le fait, quoi. Ça se voyait que c'était faux. Mais quand on se rend compte, en fait, que quand les femmes, même au-delà même d'être féministes, décident d'avoir la liberté de faire ce qu'elles veulent, le pays s'embrase. Il y a des femmes que je qualifie de meilleures alliées du patriarcat pour dire qu'elles ne sont pas comme nous, les féministes, celles qui font valdinguer le patriarcat, qui disent haut et fort ce qu'elles pensent. J'ai lu des articles où certaines disaient que leur féminisme est habillé, il est décent, il est en raccord avec les réalités africaines. C'est pourquoi j'ai un peu de mal avec ce que Bernadette disait, qu'on a des réalités. Moi, quand on me dit ça, qu'on a nos valeurs, je me dis quelles valeurs on parle. Pour appuyer sur le Sénégal, on est au Sénégal. Le Sénégal de 1888 n'est pas le même que le Sénégal de 2024. Les sociétés, par essence, ont tendance à subir des mutations. C'est comme ça qu'elles se renouvellent. Donc, aujourd'hui, quand tu parles de statu quo, ça me parle, parce que j'ai l'impression qu'on veut, en fait, que toutes les féministes se ressemblent. Moi, je dis qu'on a le droit de ne pas être d'accord. C'est la conversation qu'on a tous les jours, je parle sous le contrôle de APSA, dans le réseau des féministes du Sénégal. Je dis, on peut ne pas être d'accord, mais il faut que nos désaccords soient sains. Parce qu'on ne peut pas se battre contre ce monstre si résilient qu'est le patriarcat. Et puis, dans nos groupes, on s'entretue, en fait. Donc, à un moment donné, où nous positionnons-nous par rapport à tout ça? C'est pourquoi on doit avoir le droit que nos identités féministes soient multiples et variées. Mais en face, il y a des hommes et des femmes qui nous disent, en fait, vous les féministes, non, je suis solidaire de toutes les oppressions qu'une femme peut subir. Mais il y a forcément des choses qui me parlent plus. Dans un contexte étranger, en France, je suis une femme noire. Je ne vais pas brandir une carte en disant, oui, mais moi, je suis sénégalaise, je ne suis pas des vôtres. Je suis incubée dans ce féminisme dit afro, l'afroféminisme. Alors que quand je sors d'un contexte européen, africain, sénégalais, je suis une féministe sénégalaise. Donc pour moi, c'est ces contextes-là à prendre en compte. Mais les sociétés, je pense que des fois, il faut leur insuffler une bonne dose d'électrochoc pour qu'elles se réveillent et qu'elles cessent d'être amorphes. C'est comme ça, en fait, que cette idéologie politique que nous avons en partage, sur laquelle on est d'accord ou pas, peut évoluer. Voilà. Merci beaucoup, Ndeye Fatou, pour cette réponse. Et tu as apporté ce qu'il fallait. Effectivement, que toutes les deux, d'ailleurs, hein, Bernadette et Ndeye Fatou, j'aime bien. Hein, donc, on a eu une vraie discussion ici aujourd'hui. Hein, donc, que c'est important qu'il y ait des courants. Dans tout, on est des scientifiques. Hein, dans toute chose, il y a des courants. Et même plus que les courants, il y a des paradigmes. Hein, au bout d'un certain moment, il faut dépasser certains. Mais comme tu dis, il est important qu'on reste quand même ensemble. Et donc, c'est à nous de trouver les voies et moyens pour continuer les luttes ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a 2 jours à l'UCAD, hein, il y a, par exemple, pour juste illustrer un peu, ce jeune garçon à la fin qui pose la question en disant « Oui, vous êtes douce, vous nous parlez gentiment ». Alors qu'il y en a d'autres qui sont, en fait, pour caricaturer ce qu'il a dit, qui sont méchantes, qui sont agressives et tout, peut-être que s'attendait de notre part à une certaine complicité. Et on lui a expliqué juste que c'est comme la démocratie,
qu'il y a des moments où, voilà, pendant la lutte, où il y a des moments où on va à l'urne, on va faire campagne électorale et d'autres. Et parfois, quand il faut descendre dans la rue, lutter, on lutte. Ou s'il faut prendre même de force, on prend de force. Donc tout ça montre bien le fait qu'il y ait différents courants. Hein, voilà, et puis chacun empruntera la voie qui va lui paraître la plus adaptée en fait à sa cause. Hein. Je voudrais même citer aussi Zubida qui était là avec nous tout à l'heure, je la vois plus, qui voilà, quand elle a voulu mettre dans son profil féministe, comme elle racontait la dernière fois, on a dit ouais mais toi t'es pas comme les autres, et c'est justement ce qui l'énervait, qu'elle a finalement mis féministe dans son profil, parce que c'est une selon même les tempéraments, parfois on arrive à mieux faire certaines choses d'une certaine manière. Donc que l'on s'accorde cette liberté-là et continuer entre sœurs le combat. Merci beaucoup, chers panélistes. Voilà, on a eu une surprise de ces échanges très très riches et très très vifs même, on va dire. Donc bonjour Ken Bougoul aussi tout à l'heure quand Deifatou a cité parmi ses référentes Ken Bougoul. Donc j'ai eu aussi la chance de pouvoir partager un panel avec elle à Rouen. Ça fait déjà assez longtemps, hein, plus de 15 ans qu'on était là-bas, et que c'est une identité dont je ne parle jamais puisqu'on parle d'identité autre. Je fus écrivain dans une certaine vie. La thèse m'a fait abandonner, j'arrivais plus à aller de front. Si même j'avais plus travaillé en amont cette question, peut-être j'aurais préféré être panéliste, parce que justement ce que j'écris traverse, et c'est sur cette question que j'avais rencontré Ken Bougoul à l'époque avec le Baobab Fou à Rouen. Hein. Voilà, merci beaucoup. Donc on va donner la parole au public à présent. S'il y a des questions, Fatou Sow. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Je veux juste faire un commentaire avant de tomber d'épuisement, parce que je suis arrivé tôt ce matin. Et j'avoue quand même, il y a un murmure constant dans la salle qui fait qu'on n'entend pas ce qui se dit ici. Alors on vend des livres, mais si on ne peut pas discuter clairement des livres qui sont vendus, parce qu'on n'est pas à HLM, hein, on n'est pas au marché HLM. Les livres sont vendus, ils peuvent être vendus dans le silence, parce que les personnes qui ont écrit des livres ou qui en discutent, on n'arrive pas à les entendre, parce qu'il y a un brouhaha derrière qui est... bon, je suis une vieille femme, hein, donc permettez-moi de faire ma petite crise. Taisez-vous et écoutez un peu ce que les gens disent et qu'on puisse échanger ensemble. Parce qu'on n'entend pas ce qui se dit sur la... Ah oui. Alors, mais je prends la parole, je fais pas... C'est juste un commentaire sur Mariam Abba. On ne peut pas demander à Mariam Abba d'être féministe, parce qu'à l'époque où elle publie son ouvrage, la question n'était pas d'être féministe. La question, c'était de dénoncer. Mariam Abba a été une institutrice. Elle a été formée à l'école normale d'institutrice, qui est une école d'élite des femmes ouest-africaines, des colonies françaises. Et la majorité des femmes qui sont sorties de là ont été des femmes à qui on a donné une formation d'excellence. C'est Tata Anna Bey-Derneville qui est devenue la première institutrice. C'est d'autres femmes au Mali, Madame Diop. Bon, je ne dirais pas leur nom parce qu'elles sont nombreuses. Et le livre de Pascal Barthélémy sur cette formation est là évident. Et Mariam Abba a eu, quand elle était à l'école, elle a eu un prix parce qu'elle a fait la meilleure rédaction de... Alors, je ne sais pas si c'est une rédaction, une dissertation, je ne sais pas quel était le niveau. Donc, elle savait écrire, elle avait envie d'écrire. Donc, elle écrit une histoire. Parce que cette génération de femmes a été une génération engagée. Et elle raconte un peu son histoire. C'est son histoire qu'elle raconte. Cette femme dont le mari épouse une fille de l'âge de la sienne, c'était son histoire. Et elle a mis du temps à divorcer, hein, parce qu'elle est restée. Et elle avait une autre amie qui, dans un contexte différent, elle est partie.
Donc cette histoire qu'elle raconte, alors, elle est sans doute féministe parce qu'elle dénonce l'oppression des femmes. Elle n'est peut-être pas féministe parce qu'elle ne dénonce pas forcément le patriarcat. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un d'être féministe à une époque où le féminisme n'est pas admis et n'est même pas un objet de discussion. Vous savez, en 1977, s'est créée la FARD, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Qui étaient les femmes qui ont créé cette association? Bon, c'est Marie-Angélique Savané, parce qu'elle était ici. C'est Fatima Mernissi, la marocaine. C'est Achara Pala du Kenya. C'est des femmes qui ont fait des études supérieures et qui travaillent sur cette question, mais qui ont d'abord dénoncé le féminisme en disant qu'il faut décoloniser le savoir sur les femmes en Afrique. Donc si en 1977, on dénonce le féminisme, quand on écrit comme Ayamaba, qui n'est pas de cette génération du tout, qui est la génération de nos tantes, et qu'elle écrit son ouvrage, elle ne peut pas se réclamer d'un concept qui n'existe pas et qui est contesté par celles qui le connaissent. Alors, Awa Thiam écrit 1978. Mais Awa Thiam, elle a sans doute 30-40 ans de moins, et ça compte. Awa Thiam vit en France, dans un milieu où la question féministe est débattue. Mais elle est débattue de manière très différente entre les Africaines et les Françaises. Les Africaines sont contre. Et le livre d'Awa Thiam a été dénoncé. Le livre d'Awa Thiam, il n'a pas été enseigné dans les écoles plus tard. Je pense que j'ai dû être la première à l'avoir enseigné dans une salle de cours où elle était assise. Parce que j'ai demandé, viens, on va donner un cours féministe. Elle m'a dit, bon, écoute, va. Et j'ai parlé de son ouvrage. Elle n'a pas ouvert la bouche une seule fois. Après, j'ai dit aux étudiants, vous savez, l'auteur, on ne disait pas autrice à l'époque, hein, l'auteur de cet ouvrage, c'est elle. Je lui ai dit que je te dénonce parce que dans mon cours, tu ne veux pas intervenir. Donc le contexte est extrêmement important. Mais je pense qu'il y a une question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on entend par féminisme? Ça, c'est une question fondamentale que nous n'avons pas encore résolue. Et nous ne sommes pas obligés de copier ce que le reste du monde dit du féminisme. Mais les Africaines, quand même, en 2006, se sont réunies à Accra, bon, en majorité des anglophones, qui n'avaient pas de problème à traduire des concepts de gender, gender awareness, gender bias, toutes ces choses-là qu'on a traduit en français de manière, pardon, empowerment, ici on a dit autonomisation, qui n'est pas la même chose que du pouvoir aux femmes. Et il y a quand même une charte des principes féministes africains qui est le minimum autour duquel on s'entend. Je donne juste un exemple. Quand on parle de l'avortement, est-ce qu'on va dire de l'avortement, c'est le droit des femmes de disposer de leur corps, c'est le droit des femmes, ou bien est-ce qu'on va aller voir ce que dit la Bible, le Coran, à propos de l'avortement? On peut être féministe, hein, islamiste et féministe. Alors, est-ce qu'on est radical, marxiste, parce qu'il y a plein d'adjectifs? Quel est le positionnement que l'on prend? Et c'est ce positionnement qui est un sujet de discussion, de lutte, d'affirmation, de renoncement, de négociation. Et ça, on ne va pas demander qu'il soit uniforme, mais il y a une base minimale. Et cette base minimale, c'est un travail qui est à faire. Or, on est un peu paresseuse. Bon, aussi féministe, aujourd'hui on l'est, demain on ne l'est pas. Est-ce que le genre, c'est le genre des Nations Unies, alors que le genre est un concept tiré de la pensée féministe pure et dure? On a ce débat-là que nous devons avoir entre nous. Mais nous, ma génération a été difficile. Moi, j'avoue que on m'appelle pionnière. Moi, je suis pionnière d'un non-sujet. Pionnière d'un non-sujet. Parce qu'à l'époque où j'abordais la question féministe, on m'a dit, tais-toi. Le doyen de la faculté de lettres, qui était un de mes condisciples, à qui j'ai demandé est-ce que je pouvais faire un cours, il m'a reçu très gentiment parce qu'il ne pouvait pas, il n'osait pas ne pas, je vais dire, il n'osait pas ne pas me recevoir. Hein. Donc il est venu, il m'a dit, bon, écoute, je vais te répondre. C'était en 1987, on est aujourd'hui, 2024, il ne m'a jamais répondu. Et toutes les fois que je le rencontre, ah, comment vas-tu? Tu vieillis bien, moi aussi, oui, je vieillis bien. Donc c'est ça le débat. Le débat, c'est quoi être féministe? Comment est-ce que nous le construisons? Et nous le construisons à partir de notre contexte. À un moment, les féministes ont dit un contexte situé. C'est-à-dire que, et si on est situé, ça veut dire qu'on part de son contexte pour poser des questions. Et ces questions sont importantes, quel que soit l'endroit
dans lequel on est. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Hein. Un peu agiter et faire taire la soupe. Très bien, c'est très... Alors, je vais dire deux choses. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit ma sœur aînée Fatso, mais je suis beaucoup plus proche d'elle que de la génération d'après, les 50 ans ou autres. Et je ne vais pas la répéter parce qu'elle a dit de façon très pédagogique. Et c'est vrai que la répétition pédagogique, ça nous aide, mais vu l'heure, je ne le ferai pas. Et je dirais que globalement, je suis, pour l'essentiel, en parfait accord avec elle, sauf que le non-sujet, je ne caractériserai pas ça comme ça. Le féminisme est un sujet défiant. Et qui... Ok, dans l'académie. Ok, et peut-être dans la doxa aussi, de l'idéologie féministe, ça devient difficile de parler des féminismes et ça devient peut-être les féminismes un non-sujet. Donc je suis d'accord avec elle. Je ne vais pas non plus dire des choses à Ndeifatou, c'est ça, parce qu'on fait partie du même groupe Aimons Lire et on est seul parfois à faire front à des réactions primaires, viscérales, patriarcales, hein, de 200 ou plus. Et j'étais étonnée parce que moi, à 72 ans, je pensais que naïvement, au Sénégal, on était un peu plus avancé que de revenir sur des sujets vraiment éculés et débiles. Maintenant, j'apprécie beaucoup la présence du professeur Odomé Angoné. Et si on l'écoute bien et de façon paisible et sereine, on comprend que le féminisme est un concept mobile qui évolue sur une temporalité, mais aussi sur la complexité des défis qui se posent à la société au moment où on lutte contre le féminisme. Et ça nous montre que ce n'est pas si facile que cela et que, effectivement, Mariam Abba nous a beaucoup aidés. Malheureusement, on n'a pas entendu sa voix. Et aujourd'hui, les sujets qu'elle a posés dans une si longue lettre sont amplifiés, à mon avis. Hein. Il y a des nouvelles souffrances, mais les souffrances qu'elle a dénoncées aujourd'hui, d'après ce que je comprends, hein, de ma petite place de privilégiée, dans la société sénégalaise, c'est totalement amplifié. Donc le travail est colossal, parce que nous avons régressé. Mais sa voix devrait nous porter, parce que tout ce qu'elle dit et participe du combat féministe. Et la question, si on est féminine, féministe ou autre chose, n'est pas un vrai débat pour nous. Ça ne devrait pas nous cristalliser. Certaines sont plutôt féminines dans leur lutte, d'autres sont féministes radicales, mais tous ces féminismes aideraient normalement, et je suis optimiste, de plus en plus à dénoncer, faire front, protester, dénouer, détricoter tout ce qui est enquisté et qui aujourd'hui dans la société sénégalaise, excusez-moi, je vais prendre un terme violent, nous emmerde. Parce que la merde là, franchement, c'est pas quelque chose qui est beau à saisir. On voudrait plutôt être dans la beauté et que les choses soient plus légères, que les choses soient plus libres, parce qu'on va dénoncer en confort des choses qui sont insupportables. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? D'accord. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, autrement, on va permettre aux panélistes de donner des réponses. Peut-être que les gens sont fatigués. Il est déjà 14h27. Donc, moi, je voulais juste rajouter deux choses avant de permettre aux collègues de répondre. Tout à l'heure, comme Bernadette a parlé de la transgression ou autre, que c'est un peu transgressif, j'ai pensé à Kumba Amdaï et Kumba Amundaï. Nous sommes en train de parler de littérature, mais n'oublions pas qu'on a aussi une littérature orale qui est d'ailleurs étudiée, hein, très bien. À l'école des hautes études, il y a des parcours très spécialisés là-dedans.
et que Kumba Amdai et Kumba Amendai fait partie des contes types avec la classification d'Arne et Thomson, de Cendrillon et autres. Hein, ça se ressemble. Et Kumba Amendai, nous avons toutes appris à ne pas faire comme elle. Hein, c'est elle qui transgresse et qu'elle ne réussit pas. Dans quelle mesure est-ce que les féministes ne ressemblent pas à Kumba Amendai? Et donc, voilà en fait ce que je voulais rajouter pour l'instant, en vous laissant, si vous avez des éléments de réponse. C'est vrai que c'était plus des contributions. Hein, si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on ne clôture. Merci. Un dernier mot, si vous avez envie. Ndeye Fatou. Non, mais c'était des contributions plutôt que des questions. Et Tata Fatou, demain, je ne veux pas répondre quand tu parles. Mais il y a des choses que tu as dites, je ne suis pas d'accord. Demain, lors de la conversation qu'on aura autour de la parole au négresse, je te répondrai. Merci beaucoup en tout cas, Absa, pour avoir magistralement modéré cette conversation. Et j'étais très contente d'être en conversation avec Bernadette et Odom. Merci. Ben oui, c'est pas des réponses, hein. Elles ont contribué. J'ai envie de dire que Fatou, on a le privilège d'avoir Fatou Sow. C'est un témoin vivant, donc elle nous donne des informations que nous n'avons même pas parce qu'on n'était même pas encore ceux que c'est des femmes. Donc quand elle parle, c'est franchement pour nous et pour la nouvelle génération, ce sont des paroles d'archives. Et c'est pourquoi j'enregistre lorsqu'elle prend la parole, parce que je veux que l'on dire aux gens, j'ai été là quand elle parlait. Voilà. Et j'aimerais aussi peut-être souligner que théorie et pratique, c'est important qu'on fasse cette nuance-là entre la théorie et la pratique. La pratique précède la théorie. C'est nous qui décidons en tant qu'universitaires d'intellectualiser le débat, de théoriser le féminisme africain à partir de nos lieux d'énonciation. Il est important que l'on se souvienne que peut-être que c'est une injustice, que l'on intériorise sans se rendre compte. On nous dit de citer des femmes qui nous ont impactés, on oublie nos grands-mères en fait. Et on commence à citer toutes les femmes qui ont écrit des livres, alors qu'en réalité, je le dis toujours avec beaucoup de plaisir et de fierté, les premiers outils pratiques de ce que c'est que se défendre en tant que femme en contexte africain, c'est auprès de mes grands-mères que j'ai appris ça. Ma grand-mère maternelle ma grand-mère maternelle, elle ne s'est jamais mariée et elle me disait que le mariage était la pire des choses. Et à l'époque, je pensais qu'elle racontait n'importe quoi et qu'elle divaguait. Mais aujourd'hui, en lisant des théories, je me rends compte qu'il y a ce poids, ces injonctions sociétales vis-à-vis des corps féminins qui ne veulent pas se soumettre au dictat du mariage. Donc c'est ce qu'elle disait entre autres. Et puis il y a ma grand-mère paternelle qui décide de divorcer à une époque où le divorce n'était même pas encore d'actualité d'un point de vue juridique, qui va vivre certes toujours dans le village de mon grand-père, mais en séparation de corps, en se concentrant sur ses enfants. Donc ces actes-là sont pour moi des actes qui vont commencer à m'interpeller, à réveiller en moi ce que c'est défendre, et puis plus tard à mettre des mots. Et rappeler en fait, à mon avis, le terme féminisme fait peur en Afrique parce que nous parlons à travers un biais linguistique qui est le français. Et donc l'ensemble des théories, des réflexions que nous développons en français se font à travers le biais de la langue française. Et du coup, les gens ils se disent comme c'est féminisme, que c'est un mot qui n'existe dans aucune langue africaine, donc c'est une théorie importée. J'ai envie de dire, aujourd'hui par exemple, j'habite les langues africaines. C'est à travers les réalités des contextes africains que je vais puiser dans l'imaginaire de ces langues-là pour qu'on comprenne en fait que ça peut être considéré comme un acte dissident, donc du féminisme en contexte africain. Je ne cherche plus à ce que des gens soient forcément d'accord en adhérant au mot féminisme, pourvu que l'on retrouve au sein de nos contextes linguistiques, contextuels, culturels, politiques, des réalités de dissidence, des corps de femmes qui disent non, c'est bon. Et donc voilà, je vais finir en disant que l'on parle souvent de ces femmes occidentales qui se dénudent lorsqu'elles ne sont pas d'accord. Et pourtant, c'est lorsque moi j'étais enfant que j'ai vu ma grand-mère nue pour la première fois dans un espace politique, public,
parce que c'était pour elles un acte dissident. Donc, la nullité des femmes africaines en contexte de dissidence qui se dénudent, elles ont compris que c'était une façon de politiser leur corps, et c'est pour moi un acte de dissidence, donc un acte féministe en fait. Donc, il est important que nous soyons peut-être aussi, pas honnêtes, mais reconnaissantes envers ces femmes qui n'ont pas eu besoin de lire Simone de Beauvoir, ni de lire les grandes théoriciennes pour savoir qu'en fait, en situation de violence systémique, se défendre est juste une question de survie. Merci. Je vais juste rajouter un truc sur la question, ça rejoint ce qu'on disait toujours à l'UCAD sur la question des langues nationales et la question du français. Je vais citer cette phrase que Tata Fatsa avait dit, qu'on ne doit pas avoir honte en fait d'être des femmes intellectuelles. Moi aujourd'hui, je tiens au français. Je suis peut-être une parfaite néocolonisée, une parfaite colonisée, mais pour moi le français est important parce que c'est la langue d'expression, c'est la langue d'écriture et de communication. Je ne vais pas faire un choix en fait entre le Wolof et le français et le Pulaar. J'utilise toutes ces trois langues-là selon le mode de communication que je vais utiliser. Et je ne voudrais pas aussi qu'on fasse une dichotomie entre les femmes qui sont dans les zones rurales et les femmes qui sont dans les zones urbaines. On a besoin de la théorie, autant de la pratique. Awata me le dit, la pratique. Et ces femmes font preuve de pratique dans leur vie même, qui sont des espaces politiques. Mais on a aussi besoin d'écrire des livres, de théoriser et de nous exprimer dans la langue du colon. Et cette langue, on était avec une femme d'Afrique de l'Est, et toi d'ailleurs, moi sénégalaise, mais le français, on l'a en partage en fait. C'est ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup. On laisse à Bernadette dire le dernier mot, un dernier mot. Merci beaucoup, Absa. Je vais juste revenir sur ce qu'a dit professeur Sow en ce qui concerne qu'est-ce que le féminisme. Quelle est notre définition du féminisme? Je crois qu'elle a parfaitement raison parce qu'on assiste à un vrai soupou-kanja. Donc tout le monde se dit féminisme, mais on ne sait pas c'est quoi le féminisme en tant que tel. Peut-être si on parvient à définir ce que nous entendons par féminisme, on pourra avoir une bonne piste. Déjà, comme l'a dit Odon, il y a beaucoup de femmes qu'on peut appeler des féministes sans théorie. Et elles posent plus d'actes valides que ceux qui se définissent comme féministes. Parce que déjà, si on regarde ce que nous vivons tous les jours au quotidien, ou ce que beaucoup de femmes vivent, parce qu'on n'a pas un bloc homogène de femmes, hein, c'est une pluralité de vies de femmes. Donc si nous regardons ce que les femmes de façon générale vivent, on peut dire que... qu'est-ce que je voulais dire? Je suis comme un blanc là, je suis fatiguée. Ce que les femmes vivent au quotidien, si nous partons de là, et ce que nous entendons sur le féminisme, on peut dire qu'il y a un grand décalage. Hein? Je suis désolée Ndeye Fatou, mais on dirait que le discours féministe sénégalais puise dans ce qu'on appelle la bibliothèque coloniale. Ça veut dire qu'il y a un décalage mortel entre ce que beaucoup de femmes vivent et les discours qui sont véhiculés, par exemple, dans les médias. Peut-être qu'on peut prendre du recul, on peut avoir une lecture de second degré de tout ce que nous vivons par rapport au discours. Parce qu'il y a ce discours performatif qui enferme les femmes dans des carcans XY d'infériorisation, que les femmes, la plupart du temps, intériorisent elles-mêmes. Parce que le patriarcat, son fort, c'est quoi? Non seulement il sait se réinventer, résister, mais il parvient à nous faire intérioriser notre propre infériorité à travers la combinaison de plusieurs facteurs, que ce soit l'éducation, la religion, etc. Donc, si nous arrivons à déconstruire toute cette combinaison, peut-être on pourra avoir une définition, une perception de ce que nous appelons féminisme, qui va intégrer les femmes de différentes couches sociales. Pas seulement les femmes intellectuelles qui ont l'accès aux médias, qui peuvent écrire, etc., mais toutes les femmes, que ce soit la maman qui vend le tchaf au coin de la rue, qui vend au marché, mais également Ndeye Fatou. C'est très important. Et la langue aussi est très, très importante. Parce que comment on traduit les concepts? C'est une autre forme de domination sur le dos des femmes.
Donc, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas redonner la parole peut-être à Nefatou, juste conclure, parce qu'on est des universitaires. Hein. Les universitaires aiment beaucoup parler entre nous. Hein. Donc maintenant, je vais juste terminer en disant, parce qu'il y a quelque chose qui revient souvent, et de toutes les trois. Par exemple, il y a des féministes peut-être qui ne savent même pas qu'elles sont féministes. Hein. Effectivement, quand on voit une femme comme Aïda Diallo, je pense, hein, qui revendique d'être chère dans un milieu d'hommes. Elle n'est pas, d'accord. Mais moi, ça m'impressionne beaucoup. Hein? D'accord. Mais quand même, elle a osé, au péril de sa vie, parfois, revendiquer un titre que jusqu'à présent n'est porté que par des hommes. Et donc... je vais, si tu veux me retirer, peut-être, je sais. Mais en fait, juste conclure en disant effectivement que Fatou Sow, professeur Fatou Sow, nous a donné un cahier des charges, hein, nous a donné des pistes de réflexion, et il faut qu'on fasse ce travail sérieusement. Je disais à l'entame qu'en 2022, quand on a réuni toutes les militantes à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, et que Fatou Sow nous félicitait de faire un travail qu'elle avait déjà essayé de commencer à l'UCAD à son époque, on n'a pas continué. Il faut qu'on continue le travail, qu'on dise effectivement, comme tu nous invites, qu'est-ce qu'on entend par féminisme? C'est quoi être féministe? Comment construire ce concept pour pouvoir bien avancer ensemble? Donc, merci beaucoup pour votre attention. La matinée a été longue. Il y a une autre question? Bah, justement, quand on pose des questions en sciences sociales, c'est poser les problématiques. Parce que si elle n'a pas posé la question par hasard, elle a entendu des discussions entre est-ce que Une si longue lettre de Mariam Abba est un livre féministe ou pas? Est-ce que et pourtant c'est à la même époque qu'Awatiam. Il y a Nefatou qui parlait de contexte. Heureusement, Fatou Sow est là, nous a replacé le contexte de chacune de ces femmes, qui a permis que chacune écrive de manière contextuée, différente, étant même entre 78 et 79. Donc, c'est un champ de recherche. Ah, donc, elle nous invite parce qu'elle aussi, on l'invite à toutes nos activités. Elle suit les courants qui sont en train de se dessiner et que c'est très important que dans un champ de recherche, il y ait différents courants et voilà, elle nous pose après son parcours et elle est toujours en train d'écrire. Elle nous invite à une vraie réflexion qu'il faut que l'on saisisse au vol et qu'on y aille. Merci beaucoup. De l'esplanade. On me fait dire qu'il faut se retrouver au niveau de l'esplanade pour une pause déjeuner. Voilà. Merci beaucoup.